je sais. Je fais quelques-unes de ces vidéos, et si 10 pays se disloquaient, depuis un moment, et beaucoup de gens m'ont demandé d'en faire une sur la Russie. Le but de cette vidéo n'est pas de plaider pour une division, mais simplement de montrer qu'une telle division n'est pas impossible en raison de la façon dont le territoire existe actuellement. Nous appelons généralement ce pays la Russie. Mais en réalité son nom officiel est la Fédération de Russie. Après la dissolution de l'Union soviétique, beaucoup des anciennes républiques socialistes soviétiques sont devenues indépendantes, créant leur propre pays. Et ce qui était avant la République socialiste soviétique russe s'est aujourd'hui réinventé en une fédération divisée en diverses républiques, territoires, zones autonomes et villes fédérales. On pourrait argumenter en quelque sorte une union des républiques socialistes soviétiques plus petites et modernisées. Pour comprendre comment la Russie pourrait potentiellement être divisée, nous devons d'abord comprendre de quelle manière elle est déjà divisée et organisée aujourd'hui. La Russie comprend 85 sujets fédéraux, le terme utilisé pour regrouper ces divisions territoriales. 46 oblasts. Ceux en jaune sur cette carte, ce sont essentiellement les régions ou provinces de la Russie proprement dite. Ils ont un gouverneur et une législature locale, dont l'une est techniquement autonome, l'oblast juif. Bien que seulement 1% de la population soit juive aujourd'hui, c'est un sujet à part entière. 21 républiques, autonomes, mais seulement de nom. Bien que chacune ait sa propre constitution, langue, hymne et législature, mais sont représentées par le gouvernement fédéral dans les affaires internationales. Chacune est généralement le foyer d'une minorité ethnique spécifique. 9 cris, qui sont littéralement identiques aux oblasts, du moins légalement, ils ont juste un nom différent, en raison de la période historique pendant laquelle ils ont été formés, mais varient beaucoup entre eux, en raison de l'endroit où ils sont situés. 4 okrugs, districts autonomes, chacun avec une minorité ethnique substantielle ou prédominante, du moins c'est la définition officielle, et 2 villes fédérales, les principales qui fonctionnent comme leur propre région. Alors maintenant que nous comprenons comment la Russie est organisée territorialement, comment pourrait-elle se diviser? Je pense que le scénario le plus raisonnable est que certaines de ces républiques, ou Chokrok, pourraient se séparer, notamment celles dans des régions plus éloignées, comme le Caucase, la Sibérie ou l'Extrême-Orient, avec d'autres qui restent une partie de la Russie, et aussi celles où les cultures locales natives sont prédominantes. Pour les besoins de cette vidéo, je vais partir sur le scénario hypothétique et très improbable, où chacun d'eux deviendrait indépendant, avec la Russie elle-même restant seulement comme ses oblasts, villes fédérales, et certains des cris avec toutes les républiques, okrugs, et certains des cris devenant indépendants et se séparant de la fédération. En ce qui concerne les cris, ce n'est pas aussi facile à catégoriser qu'il n'y paraît. Même s'ils sont légalement identiques aux oblasts, ils varient beaucoup. Par exemple, Krasnoïarsk est si grand et dans sa propre région qu'en cas de rupture, on pourrait dire qu'il serait logique qu'il devienne son propre pays. Mais les Russes représentent 91% de la population, tandis que le kraï de Krasnodar ou le kraï de Stavropol ne sont essentiellement que des oblasts avec un nom différent. Il est aussi improbable que ceux-ci se séparent. Et si toutes les républiques et les okrugs se séparaient, que se passerait-il pour ces oblasts qui seraient désormais territorialement déconnectés du reste de la Russie? Ils devraient soit être indépendants, soit intégrer les nouveaux pays voisins. Mais encore une fois, Podkaliningrad ne l'a pas fait, et existe aujourd'hui comme une exclave russe, donc cela pourrait être leur cas aussi. La question de l'indépendance individuelle de chaque État sécessionniste est une autre problématique. Beaucoup d'entre eux ne seraient probablement pas économiquement et financièrement viables, et seraient contraints de s'unir avec ceux voisins. Cette carte des régions économiques de la Russie nous montre ce qui est peut-être une division plus réaliste, et une prédiction potentielle de la façon dont ces nouveaux États pourraient se regrouper en nouvelles unions, après être devenus indépendants. Alors, maintenant que nous avons établi le scénario hypothétique, approfondissons-le. Outre le fait que ces divisions territoriales existent, pourquoi cette séparation serait-elle du tout possible, même si elle est très improbable? Pour répondre à cela, nous devons examiner quelques cartes, qui nous montrent les différences au sein du territoire de la Fédération de Russie, expliquant essentiellement pourquoi ces divisions existent encore aujourd'hui. La culture et l'ethnicité sont des facteurs importants. Cette carte illustre la culture prédominante sur l'ancien territoire soviétique. Maintenant, alors que beaucoup des endroits où existaient d'autres groupes culturels que les Russes sont maintenant leurs propres États indépendants, beaucoup d'entre eux ne le sont pas. Par exemple, les Caréliens restent toujours sous la domination russe. Dans la région du Caucase par exemple, les habitants du Daghestan font toujours partie de la fédération,
et beaucoup d'autres cultures turques, ouraliennes, altaïques, caucasiennes ou sibériennes vivent aujourd'hui sous la domination russe sur les territoires de ces sujets fédéraux. De toute évidence, les valeurs ont pu changer depuis l'union des républiques socialistes soviétiques, mais cette carte plus récente indique le pourcentage de Russes ethniques dans chaque région. Et nous pouvons voir que dans un bon nombre d'entre elles, les Russes ne dépassent pas 30%. La langue pourrait être l'une des plus grandes différences entre les régions. Il est probable que tous les gens en Russie parlent russe, mais ils pourraient parler une langue locale plus dans leur vie quotidienne. Cette carte le souligne. Bien que le nombre de locuteurs de langues minoritaires soit exagéré ici, certaines étant parlées par une centaine de personnes, leur existence, même en déclin, prouve la diversité culturelle au sein de la Fédération de Russie. En ce qui concerne la religion, il y a quelques différences, même si la plupart du territoire est orthodoxe chrétien, mais des territoires islamiques et bouddhistes existent au sein de la Fédération. Le manque d'infrastructures dans une grande partie du territoire russe, surtout dans les régions autonomes gouvernées localement, pourrait justifier une éventuelle demande d'indépendance. Si le gouvernement central ne les aide pas, ils devraient peut-être s'entraider. Cette comparaison de l'infrastructure routière entre la Finlande et la Carélie dans la région frontalière est un bon exemple. La répartition de la population est aussi un gros problème, comme le montre cette carte. La plupart des gens sont à l'ouest et certains le long des frontières sud, mais presque personne ne vit en Sibérie et à l'est. Cette autre carte nous montre une division de la population de la Russie en 3, et c'est fou combien peu de gens vivent dans le territoire blanc, bien que peut-être cela soit un argument contre la division. Beaucoup des différences soulignées peuvent être liées au territoire lui-même. Par exemple, cette carte des types de temps montre clairement une grande différence. Et il est logique que différentes conditions naturelles conduisent à différentes cultures, ou qu'un terrain moins accueillant conduit à moins de personnes y vivant. La Russie propre correspond presque parfaitement à la zone climatique en bleu clair, étant donné les divisions territoriales actuelles, à la fois en termes d'organisation et d'éléments culturels. Quel nouveau pays verrait le jour dans ce scénario? À quoi ressemblerait une Russie réduite? Comme mentionné, la Fédération de Russie comprend actuellement 21 républiques. Selon leur désignation officielle, ce sont des divisions administratives initialement créées comme des États-nations, pour représenter des zones de non-ethnicité russe. Donc, techniquement, ce sont leurs propres pays qui acceptent soi-disant d'être représentés par la Russie dans ses affaires étrangères. Ils sont principalement concentrés dans 5 zones, notamment dans le Caucase, avec des républiques telles que la Tchétchénie, le Daghestan ou la Kalmoukie. La Kalmoukie est un excellent exemple de sa propre culture. Ils abritent le peuple mongol des Kalmouks, la seule région d'Europe où le bouddhisme est la religion la plus importante. Et il y a aussi 6 autres républiques ici, dont beaucoup ont leur propre identité. La région de l'Oural, je suppose un peu avant les Ourals, composée de 6 républiques, qui toutes se touchent, plus une plus grande séparée. Komi, foyer du peuple Komi. Les 6 autres se composent, par exemple, de Souvachia, foyer du peuple Souvache, un groupe ethnique turc, ou de Bashkortostan, la république la plus peuplée, avec 4 millions de personnes, autrefois connue sous le nom de Bashkiri, et la première république socialiste soviétique autonome de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Le nord possède la Carélie, près de la Finlande, où les Caréliens constituent 37% de la population, et les Finlandais, 1%. L'Asie centrale compte 4 républiques, dont la Khakassie et l'Altaï, la moins peuplée avec 200 000 habitants. Tuva, un pays indépendant de 1921 à 1944, et la Bouriatie, où les Bouriates natifs représentent 43% de la population, beaucoup d'entre eux étant d'origine mongole. Dans tous ces cas, la culture autochtone diffère beaucoup de celle de la Russie. Et la Sibérie, où la seule république est la Sakha, la plus grande subdivision de pays au monde, où les Sakhas natifs représentent 81% de la population, et les Russes, seulement 10%. Une chose qui vient immédiatement à l'esprit, est que les nouveaux pays pourraient se regrouper dans leurs propres unions locales, surtout ici dans le Caucase ou en Asie centrale, où beaucoup sont d'origine mongole et ou islamique. Mais aussi et surtout dans le Caucase, l'existence de ces républiques est justifiée précisément par le fait que les territoires sont effectivement différents de la Russie, et les uns des autres, comme la Tchétchénie ou le Daghestan. Donc de nouvelles unions de pays seraient peu probables ici. Ensuite, nous avons les Okrugs, essentiellement définis comme des territoires autonomes ethniques, tous situés dans le nord, la Tchoukotka en Sibérie, qui abrite seulement 50 000 personnes, dont 56% sont des Tchouvanes natifs, des Khanty-Mansis, des Nénètes, dans lesquels les Russes sont majoritaires, et des Yamalo-Nénètes, où les Russes ne représentent que 42%. Il est curieux que les groupes ethniques soient censés être plus présents dans ces territoires, mais nous les trouvons en fait plus importants dans les républiques.
Il y avait autrefois plus d'Akrug, mais ils ont disparu avec le temps. À ce propos, l'oblast autonome juif pourrait également se séparer. La foi juive n'est plus prédominante dans la région, avec seulement 1% de la population. Cependant, les groupes ethniques ne sont pas non plus très répandus dans les Akrug. Il serait donc très intéressant d'avoir un deuxième État juif parallèle à Israël, en supposant qu'ils utiliseraient cela comme leur identité. Enfin, certains oblasts et kreis pourraient aussi faire sécession. Essentiellement, ceux à l'Est, qui seraient territorialement déconnectés en raison de l'indépendance des républiques, mais où les Russes sont en fait majoritaires. Si nous voulions élargir le scénario à un scénario encore plus improbable, nous pourrions envisager l'idée que les deux villes fédérales se séparent en leurs propres cités-États indépendantes, Moscou et Saint-Pétersbourg. C'est étrange comment les cités-États ne sont plus si courantes, alors qu'elles étaient si répandues tout au long de l'histoire. Une idée de vidéo intéressante serait d'expliquer pourquoi les cités-États ont disparu, alors qu'elles étaient courantes auparavant. Le reste de la Russie à proprement parler, serait bien plus petit qu'actuellement. Comment elle et tous les autres nouveaux pays entièrement indépendants se débrouilleraient en tant que leurs propres États est une toute autre question. Mon point ici était juste de montrer à quel point la Russie est en fait culturellement diverse et comment une séparation en de nombreuses autres républiques n'est pas impossible, car ces différences existent déjà et sont confirmées par leur organisation territoriale et administrative. C'est donc à quoi ressemblerait une Russie séparée hypothétique si la fédération se désintégrait. Nous aurions plusieurs nouveaux pays, bien que peut-être pas autant que le nombre de sujets fédéraux. Certains donneraient connaissance à une véritable nation et à des peuples cachés en Russie, tandis que d'autres n'auraient peut-être pas autant de sens en tant que pays indépendants, justifiant leur appartenance actuelle à la fédération. Mais je pense qu'il y a beaucoup de ces sujets qui méritent d'avoir leur propre pays, car comme nous l'avons vu, le territoire de la Russie abrite diverses ethnies, langues, cultures, voire religions. Il est peu probable, voire impossible, que cela se produise. Malgré leur propre culture, il semble que ces républiques et territoires n'ont pas les moyens et la véritable autonomie ou démocratie pour tracer un chemin vers l'indépendance. Je doute que les Alsaciens souhaitent l'indépendance. Un sondage serait intéressant. Mais il n'y a pas de réels mouvements indépendantistes, selon moi. Aimeriez-vous voir ce scénario se produire, et pourquoi ou pourquoi pas ? Y a-t-il d'autres pays que vous pensez pourraient se séparer, ou y en a-t-il sur lesquels vous aimeriez que je fasse une vidéo, même si cette séparation est aussi improbable que celle-ci ? Donnez votre avis sur le sujet dans les commentaires. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous si vous le souhaitez. À bientôt pour plus de connaissances générales.